Merci aux organisateurs de m'avoir confié cette présentation. Donc Nazha, je te remercie. Thierry, Fauzi, je ne le vois plus. Et donc je vais vous parler d'une épidémie de paralysie, une épidémie de neuropathie qui a eu lieu au Maroc, à Meknès. Et j'ai eu déjà l'occasion de présenter cette conférence à l'occasion de notre première réunion de la Société marocaine de l'histoire de la médecine et des neurosciences, dont le président est Hicham. Et donc nous sommes 5 membres du bureau. Notre première réunion, il y avait 6 participants. Les 5 membres du bureau et Dr Nada Ben Kiran. Donc on a pris la photo de groupe comme tout à l'heure. Elle est devant vous. Alors je vais parler donc de cette épidémie de neuropathie qui a eu lieu en 1959 et c'était un peu 3 ans après l'indépendance du Maroc. Et le Maroc avait subi aussi une grosse catastrophe des inondations des plaines du Gharb où il y a eu beaucoup de décès. Donc c'était une année plus tard et qui a causé des milliers de victimes. Un petit mot sur le contexte général du Maroc à ce moment-là. Donc le Maroc a eu son indépendance en 1956 et donc en 1959 il y avait 10 millions d'habitants au Maroc avec un taux de pauvreté et d'analphabétisme très important et beaucoup de disparités géographiques entre le nord et le sud et entre des villes modernes et des villes plus traditionnelles. Et dans une même ville, il y avait aussi les villes nouvelles qui avaient été créées par les Français et les médinas où habitaient un peu la majorité des Marocains. Et donc une transition très très difficile avec des difficultés économiques, beaucoup de débuts de déception de la part de la population marocaine et des difficultés politiques avec des conflits entre les partis politiques eux-mêmes et aussi entre les partis politiques et le palais. Alors, ce qui était aussi important, c'est qu'il y avait aussi une mauvaise répartition des activités, des accès aux services essentiels qu'étaient la santé et l'éducation. Donc, les partis commençaient à se diviser. Le parti de l'Istiqlal s'est divisé en 2 partis en 1959. Et le premier gouvernement de Abdallah Ibrahim était très critiqué, avec une transition assez anarchique. On voulait à la fois couper avec la colonisation et on n'avait pas suffisamment de ressources humaines, d'administration pour faire tourner un peu le pays. Il y avait encore 350 000 résidents français, il y avait encore des bases américaines et les partis politiques souhaitaient annuler tout ça et il y avait des difficultés à faire la transition. Et bien sûr, une certaine élite qui a des opportunistes qui ont un peu profité de cette transition anarchique et qui se sont répartis un peu tous les biens du pays. Alors, dans le secteur de la santé, là aussi de grosses difficultés. En 1955, il n'y avait que 15 hôpitaux provinciaux. L'espérance de vie en 1955 était de 35 ans, avec un taux de mortalité maternelle et infantile encore très élevé. Et en 1959, juste avant cette épidémie de neuropathie dont on va parler, il y a eu la première conférence nationale sur la santé, présidée par le roi Mohamed V. Et bien sûr, en 1960, sur tout le Maroc, pour 11,6 millions d'habitants, il n'y avait en totalité que 394 structures très peu équipées, avec très peu de ressources humaines. Alors, le 15 septembre 1959, à Meknès, à l'hôpital Mohamed V. Là, c'est une photo de l'hôpital fraîchement construit. Cet hôpital existe toujours, avec un très joli service de neurologie actuel, avec Dr Daoudi et Dr Imounen. Et vous voyez ici la ville nouvelle, sur la deuxième photo, et derrière, la Médina. Donc la ville nouvelle, c'était un peu la nouvelle élite, on va dire, post-coloniale qui y habitait, et la Médina, avec la population en général. Donc, la première publication dans un journal marocain qui va parler de cette épidémie, alors que les Marocains s'apprêtaient dans cette région, surtout dans la ville de Meknès, à accueillir le roi. Ils devaient faire une visite de toute la région. On reçoit le premier cas d'une paralysie. Le 15 septembre, un patient est arrivé, soutenu de part et d'autre par ses proches, au risque de tomber car ses jambes étaient faibles. Après quelques temps, un deuxième, puis un troisième, et puis parfois des centaines de patients qui arrivaient par jour. Alors, 3 jours plus tard, le ministre de la Santé, avec toute la dimension politique et pour essayer de rassurer un peu les gens,
Il dit que c'est une radiculonévrite qui est en train de sévir dans la région de Meknès, mais qu'il fallait absolument, parce qu'on ne savait pas si elle était contagieuse, qu'il fallait absolument annuler la visite royale, mais qu'elle n'était pas mortelle et qu'il n'y avait pas trop de risques et les gens pouvaient récupérer. Et c'est un petit peu précipité. C'est le ministre de la Santé, c'est Youssef El Abbas, c'est que voilà, que c'était peut-être une intoxication alimentaire et que voilà, les prélèvements sont en cours, mais il a essayé de rassurer tout le monde. Le 20 septembre 59, les choses ont commencé un peu avec le nombre de cas à augmenter. Donc le ministre a annoncé qu'il y avait quand même, encore une fois, avec des dimensions politiques, des guérisons complètes et qu'elle ne touchait aucune région. Et en fait, quelques jours plus tard, le Maroc va demander officiellement l'aide de l'OMS parce que ça commençait à poser un problème. Et le 26 septembre, on ne savait pas, il y avait des paralysies, parfois des familles entières qui étaient paralysées et qui arrivaient aux urgences, mais on ne savait pas est-ce que c'était contagieux ou pas, comment il fallait arrêter. Donc les médecins marocains ont constaté que chez les Européens qui étaient encore résidents dans les villes marocaines, aucun Européen n'était touché et que ça se voyait surtout dans les quartiers pauvres. Donc on parlait à ce moment-là, après cet atelier, d'une intoxication alimentaire éventuellement contagieuse. Et on a fait appel à d'éminents épidémiologistes britanniques qui sont venus, qui sont arrivés le même jour de l'atelier pour essayer aussi de voir un peu et d'enquêter sur l'origine de cette épidémie. Alors, fin septembre, on recevait 200 à 300 cas par jour. Imaginez si vous êtes de garde, chers résidents, et que vous recevez 200 paralysies flasques aiguës, parfois des familles entières, et on ne savait pas quoi faire avec ces patients. Et donc, à partir de la mi-octobre, on commençait à avoir l'extension et de nouveaux cas dans d'autres villes, en particulier du nord, et même quelques villes du sud, et la population a appelé ça donc Tihab, Judol Asab, Da'am Knas, Burka, parce que ça touchait, donc ça donnait une certaine spasticité du genou. Les journaux appelaient ça la meknasite, parce que ça a commencé à Meknès, et d'autres journaux appelaient ça la radiculonévrite. Le ministre lui-même a prononcé donc ce terme pour qualifier cette épidémie. Alors, le 10 novembre 1959, on avait déjà pratiquement 10 000 cas, bien sûr largement sous-estimés. Voici un peu la carte de la répartition, et vous voyez que ça prédomine à Meknès et dans les régions de Sidi Qassem, Sidi Slimane, avec 3 000 cas à Meknès et 4 000 cas dans les autres villes. Donc ça a commencé un petit peu, même dans les villes du sud, on avait quelques cas. Alors, 10 000 cas, ça c'est les statistiques officielles. Beaucoup de cas dans la Médina, il fallait trouver pourquoi ça touchait que les quartiers pauvres. Et donc, il y a une association de victimes qui, elle, estime que c'est 20 000 cas. C'est le double des chiffres officiels. Alors, les épidémiologistes vont essayer d'interroger les patients. Ils vont discuter aussi avec les médecins pour essayer d'identifier s'il y a virus, s'il y a quelque chose pour essayer d'arrêter cette épidémie. Alors, ils ont constaté aussi que les prisonniers, il n'y avait aucun cas chez les prisonniers. Les soldats de la caserne de Meknès, aucun cas, sauf 2. Mais quand on a enquêté sur les 2, ils ont fait le mur pour aller manger quelque chose à l'extérieur. Et donc, ça commençait un peu à se tracer. Donc, on a pensé que ça venait des aliments. Les farines, ils ont été testés, c'était négatif. Et puis, après une histoire racontée par un médecin marocain d'une famille entière qui, voyant que cette huile de friture elle avait une couleur un peu bizarre et pendant la friture, elle moussait beaucoup. Ils étaient un peu étonnés, ils se sont dit, on va l'essayer sur notre chien. Et si ça marche, on verra. Alors, le chien a survécu les heures qui suivaient, donc ils étaient rassurés, ils ont mangé aussi ce qui a été frit. Et puis, 3-4 jours plus tard, ils étaient tous paralysés et le chien aussi. Donc, ça a donné une piste très importante et on a trouvé finalement, en visitant les différents quartiers, que c'est un vendeur en vrac d'huile qui mélangeait un peu l'huile de table à l'huile de moteur. L'huile de moteur qui était vendue à partir des bases américaines. Et donc, ça coûtait beaucoup moins cher de faire un petit mélange entre l'huile de moteur et l'huile de table parce qu'elle avait pratiquement la même couleur. Et donc, ces prélèvements ont été adressés à l'Institut Pasteur de Casablanca, à Paris, à Londres, et tous sont revenus positifs à cet agent très très neurotropique qui est le TOCP, triorthocrésylphosphate. Alors, cette huile, vous la voyez ici, elle s'appelle le cerf.
En fait, c'était un peu pour imiter l'huile qui existait à ce moment-là, c'était le sueur, et donc le sueur, ça se ressemblait un peu. Et donc finalement, le 15 septembre, c'était le premier cas. Le 2 octobre, on avait déjà 10 000 cas. Le problème, c'est que le 2 octobre, on a identifié l'agent causal, mais malheureusement, les gens s'étaient approvisionnés de cette huile pas très chère, et donc continuaient, après le 2 octobre, à la consommer et à avoir de nouveaux cas au-delà du 2 octobre, parce que les gens n'étaient pas informés que c'était l'huile. Maintenant, si ça se passait maintenant, on serait averti dans la minute qui suit avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, etc. Mais là, les gens continuaient malheureusement, et les épiciers continuaient à vendre cette huile dans toutes les villes du Maroc. Donc, on a eu énormément de cas par la suite. Alors, c'était vraiment, ça coûtait 0,5 dirhams le litre, et donc c'était intéressant pour une population très pauvre. Ici, c'est les tonneaux qui ont été découverts à l'arrière-boutique de cet épicier qui contenait le triorthocrésylphosphate. Il avait un petit laboratoire, il faisait des petits mélanges de tiers, un tiers. Voilà, l'agent responsable. Donc, elle avait l'avantage d'être pratiquement incolore ou un peu jaune pâle. Donc, elle était soluble dans l'huile. Et donc, c'était vraiment invisible quand on mélangeait ces deux huiles. Donc, c'est vraiment criminel d'utiliser ça sans savoir un peu les conséquences. Voilà, donc maintenant le tableau neurologique. D'abord, il y avait une phase prodromique, un peu avec des symptômes digestifs, et puis des myalgies, des crampes, des contractures. Et puis, il y avait une paralysie bilatérale flasque de gravité variable et qui affecte tous les muscles jusqu'aux genoux, pour la plupart des patients. C'est pour ça qu'on l'appelle, bien sûr, que les Marocains l'appellent Bourkeb, avec une constance de l'abolition des réflexes achilléens. De l'abolition du réflexe achillien. Bien sûr, dans certains cas, avec peut-être un effet dose, ceux qui ont continué à utiliser l'huile avant de développer la paralysie avaient aussi, bien sûr, une extension au membre supérieur. Là, vous voyez deux images d'une amyotrophie des deux membres supérieurs. Bien sûr, ça touchait aussi les muscles proximaux, la cuisse, la fesse et la ceinture pelvienne. L'effet dose a été aussi rapporté par d'autres articles et d'autres pays où il y a eu des intoxications au TOCP. Toujours pas de troubles sphinctériens. Et ici, c'est un article qui rapporte un peu les statistiques, et on voit bien que... Alors, il y avait une atteinte sensitive chez plusieurs patients qui touchaient donc un peu les mains et les pieds en distalité, qui régressaient très rapidement. Et au fil de l'évolution, après une année, les patients développaient une spasticité. Et la spasticité a aussi été un sujet de discussion parce qu'on pensait qu'il y avait soit une atteinte centrale, et d'autres pensaient que c'était l'atteinte du fuseau neuromusculaire qui provoquait cette spasticité qui n'était pas d'origine centrale. En fait, voilà, c'est la discussion de la spasticité. Un auteur qui rapporte que pour lui, il n'y avait pas d'atteinte centrale, d'autant plus qu'il n'y avait pas de signe de Babinski, et que la spasticité apparaissait plus tard, et qu'il, pour lui, il pensait que c'était l'atteinte des fuseaux neuromusculaires à l'intérieur du muscle. Beaucoup d'articles ont été publiés sur l'épidémie, cette épidémie marocaine, et notre président de la Société marocaine d'histoire de la médecine m'a trouvé cet article donc, dans la Bibliothèque nationale, et je remercie Dr Qbli parce que quand j'ai trouvé, j'étais content, mais quand j'ai essayé de déchiffrer quel type de neuropathie c'était, j'ai pas pu, parce que j'ai trouvé des termes que je ne connaissais pas, en fait, réobase, chronaxie, quel type de neuropathie avec ça. Donc Dr Qbli m'a beaucoup aidé avec des stimulations galvaniques et faradiques, l'excitabilité des nerfs et des muscles dont on a parlé avant-hier. Et donc cette étude a permis de suivre aussi les patients. 220 patients ont été suivis avec des examens répétés, et pour la détection des muscles, c'est surtout le jambier antérieur qui a été utilisé. Et là, je vous montre un peu le protocole, courant faradique, courant à échelon rectangulaire, et pour l'électrodiagnostic de détection, bien sûr, le jambier antérieur. Et voilà ce qu'il rapporte en termes de forme clinique. Il y a une forme distale qui touche pratiquement que les pieds, un peu, on va dire, bénigne, une forme légère qui touche aussi les mains, et une forme plus grave avec bien sûr de grosses séquelles. Et le tableau, en fait, ici vous avez les résultats, pardon, et on parle, ça donne l'aspect, d'après Dr Qbli et de Dr Birouk, que c'est une atteinte du motoneurone central et périphérique. Regardez la dernière phrase, il conclut qu'à la présence de lésions du neurone central, du fait d'un retard de récupération au niveau du testing par rapport à l'amélioration électrique. Et donc voilà donc la gravité croissante avec la spasticité pour les formes graves et bien sûr un effet dose confirmé. Voici quelques dossiers de l'hôpital Ayashi où les patients ont été suivis. C'est un patient qui est suivi
depuis 63 en fait, et on voit que l'atteinte distale est majeure. Il y a aussi une atteinte proximale, mais un peu moindre, mais surtout une atteinte distale sévère. Alors j'ai aussi eu notre ami Jioui, qui est MPR au CHU de Fès, qui a fait une thèse de doctorat en médecine sur les 111 survivants et qui a trouvé bien sûr que les 111 survivants gardaient des séquelles très très graves. Alors les survivants actuels, ça fait pratiquement 73 ans que cette épidémie a eu lieu, donc c'était des enfants qui étaient touchés par cette infection. Alors bien sûr l'OMS a émis des recommandations, il y a eu des centres de rééducation créés, il n'y avait pas de MPR au Maroc à ce moment-là. Et puis donc l'hôpital ici que je montre, c'est l'hôpital Ibn Baytar où nous avons commencé donc notre neurologie au CHU en attendant la construction du CHU et bien sûr l'hôpital Ayachi, un hôpital à Marrakech et Meknès pour essayer de rééduquer ces patients. Et l'OMS donc avait dépêché des médecins pour essayer d'organiser toute cette rééducation vu le manque vraiment de ressources humaines importantes. Le Canada avait fourni à la fois du personnel, du matériel et des vêtements pour les victimes de cette épidémie. Voici quelques photos de médecins et de kinésithérapeutes, d'infirmiers étrangers qui s'occupent des patients. Et bien sûr, les hôpitaux qui ont été organisés. Le Croissant Rouge marocain avec la Ligue internationale de la Croix-Rouge aussi se sont un peu investis dans cette catastrophe. Alors ici, c'est un tableau qui récapitule un peu tous les pays qui ont participé. Et vous voyez, par exemple, le Canada, la Suisse. La Suisse parce qu'ils venaient d'avoir une petite épidémie avec quelques dizaines de cas dû au TOCP, donc ils avaient un petit peu d'expérience et ils sont venus. Les Canadiens avec beaucoup de matériel. Bizarrement, la France, les USA, c'était un peu moins en termes d'aide en ressources humaines. Alors ici, vous avez une infirmière canadienne qui est en train d'apprendre à l'infirmière de faire des séances de kinésithérapie avec un patient avec l'amyotrophie et le pied tombant, avec les orthèses, et des séances on va dire, de kinésithérapie de groupe chez les victimes de cette intoxication. Là, je vais vous montrer un schéma, une vidéo, si on peut faire. Voilà. Et pour montrer un patient qui a à la fois le tableau périphérique, mais je pense une petite spasticité associée au niveau des membres inférieurs. On va le voir marcher. Là, c'est les patients qui attendent. Là, c'est les séances de rééducation avec des médecins, enfin des médecins et des infirmiers marocains qui sont aidés par leurs collègues étrangers. Là, voilà, ce patient-là, on ne voit pas très bien ici. Ah, c'est un peu... Là, c'est un appareil pour essayer de faire... Voilà, un autre appareil de rééducation qu'on ne voit plus. Alors, regardez ce patient, justement, regardez. Il a à la fois... Mais il est un peu spastique, donc cette spasticité, avec, bien sûr, une petite canne de fortune pour essayer de... Voilà. Alors, les patients et les victimes s'étaient organisés en ligue pour essayer de défendre leurs droits, parce que... Et donc, en 1961, l'État, qui n'était pas considéré comme responsable, donnait 50 dirhams par mois à chaque victime. Et puis, après une lutte acharnée de cette association, en 2010, c'est passé à 1000 dirhams mensuels pour chaque. Quand j'étais arrivé en 2002 à Fès, les patients venaient pour prendre 75 dirhams par mois. Chaque victime elle devait se présenter elle-même et venait de toutes les villes qui entouraient la ville de Fès. Alors, est-ce qu'il y a eu des épidémies semblables? Oui, au même produit, c'est-à-dire pendant la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Donc, pour boire de l'alcool, les gens utilisaient des élixirs alcoolisés avec un commerce très important et un trafic d'alcool. Et bien sûr, là aussi, on a changé l'huile de ricin par le TOCP pour gagner un peu plus d'argent. Et il y a eu, en fait, beaucoup de victimes, en particulier dans le Midwest du Texas et l'Ohio, où pratiquement aux États-Unis, c'était 50 000 victimes. Et quand on voit un peu les articles, c'est un peu le même tableau avec essentiellement une atteinte périphérique et une spasticité par la suite. Alors ici, c'est à l'occasion d'une petite épidémie en Italie. Ils ont fait un petit peu le récapitulatif de tous les cas. Alors vous voyez que les cas qui se comptent par milliers, c'est un peu les cas
du Maroc et des États-Unis avec cette ginger épidémie, et puis quelques dizaines de cas, et le plus souvent c'était l'huile de cuisine qui était utilisée, qui était infectée par le TOCP. Alors là aussi un cas qui rapporte un peu le tableau clinique, avec bien sûr une paralysie flasque chez tous les patients, quelques troubles sensitifs, pas de Babinski, et puis une atteinte avec des séquelles sévères. Alors voici ce que j'ai utilisé. Alors les responsables, le fameux Moulay Idriss qui avait mélangé cette huile a été bien sûr, il a été condamné à mort avec 12 autres personnes qui ont participé au trafic entre la base américaine et les grossistes. Mais quand la Ligue a cherché un peu, cette peine de mort n'a jamais été exécutée. Quelques-uns ont bénéficié d'une grâce royale après quelques années. Et bien sûr, quand on a même vérifié les registres des prisons, on n'a pas trouvé leur nom pendant le moment où ils étaient supposés être emprisonnés. Donc, cette intoxication aux huiles frelatées est vraiment une catastrophe sanitaire parmi les plus tragiques. Et bien sûr, pendant une période très très difficile pour le Maroc, avec une période de transition post-coloniale. Et donc cette huile de moteur qui a été mélangée contenait ce TOCP qui était distribué aux épiciers de quartier et qui était accessible aux plus démunis. Et le tableau clinique était une neuronopathie motrice et sensitive de gravité variable avec des séquelles invalidantes pour une grande majorité de patients. Et je vous remercie.